aujourd'hui. Alors rapidement sur mon cursus, donc j'ai un cursus qui est très scientifique puisque je suis passé par l'école polytechnique puis par Lausanne pour faire un master de micro et nanotechnologie. Et en revenant en France, donc j'ai fait une thèse financée par la Direction Générale de l'Armement dans un laboratoire CNRS sur un domaine qui s'appelle la microfluidique que la plupart d'entre vous n'ont pas encore entendu parler. Alors je vais essayer de l'expliquer très succinctement avec les mains. Le plus simple, c'est de prendre l'image de la microélectronique. Ça, tout le monde le connaît, c'est ce qu'on a dans nos téléphones portables, ce qu'on a dans nos ordinateurs. C'est la manipulation des électrons à des très petites échelles. Ça a permis d'automatiser le traitement de l'information et ça a permis la révolution technologique qu'on connaît aujourd'hui sur les télécommunications, sur l'Internet, etc. Cette révolution, la microélectronique, elle a eu lieu dans les années 60-70 avec la création de la Silicon Valley en Californie. Et le grand public profite aujourd'hui de cette révolution depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. La microfluidique, c'est la manipulation non pas des électrons, mais des fluides, à une très petite échelle. Alors, évidemment, on ne va pas traiter l'information comme ça, par contre, on va traiter tous les fluides, c'est-à-dire les fluides biologiques, les fluides chimiques, pour tout ce qui est analyse biologique, médicale, tout ce qui est contrôle environnemental, etc. Ça permet d'imaginer un jour d'avoir un système dans lequel on met une goutte de sang ou une goutte d'échantillon et on a le résultat immédiatement. Un des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui notamment, c'est un système de diagnostic directement chez le médecin qui permettra de distinguer s'il faut ou non donner des antibiotiques aux patients. Il faut savoir que par exemple les antibiotiques sont à l'origine de 50 milliards d'euros de pertes par an juste aux États-Unis sur fausse prescription et surtout est à l'origine de pas mal de décès et de la résistance des bactéries de plus en plus grande au niveau médical. Donc voilà, donc ça c'était le domaine dans lequel j'ai fait ma thèse, donc un domaine très confidentiel pour l'instant puisque ça fait qu'une dizaine d'années que les laboratoires de recherche mondiaux commencent à travailler dessus. Donc vous n'attendez pas à avoir un système microfluidique sur votre table dès demain, mais par contre ça va prendre comme la microélectronique une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc lors de cette thèse, j'ai rencontré Guillaume Velvet-Casquillas qui faisait lui aussi sa thèse avec le même directeur de thèse. On s'est séparés pendant 2-3 ans. Moi, j'ai travaillé pour la Direction Générale de l'Armement en tant que responsable du département des systèmes biologiques. Lui était chercheur à l'Institut Curie pendant ce temps-là. Et après 2-3 ans, un des brevets qu'il avait déposé faisait énormément besoin dans la recherche en instrumentation. Et on a commencé à se regarder, à se dire, bon, on y va ou on n'y va pas. Et c'est là qu'avec un troisième entrepreneur, on a commencé le projet B6, donc en 2011. Vous auriez pu rester dans une logique très scientifique, très technique. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une boîte? Vous aviez tous les trois des profils très scientifiques, pas spécialement en profil entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Alors déjà dans notre positionnement de recherche, on avait pas mal de brevets à nos actifs, donc on avait déjà une orientation application plutôt que théorique qui était déjà assez marquée. Après, quand on a regardé un peu le CV de Guillaume, on s'est rendu compte qu'il était déjà président de sa junior entreprise quand il était dans son école d'ingénierie. Et il a eu l'occasion, grâce à ce brevet-là, d'avoir une formation centrale entrepreneur avec M. Langrenier, qui est une très belle formation pour les chercheurs qui souhaitent passer à l'entrepreneuriat. Et là, ça a été la révélation. Il s'est rendu compte qu'en fait, aussi bon chercheur qu'il était, en fait, c'était un entrepreneur dans l'âme. Et c'est ça, en fait, qui a été vraiment le déclencheur. Ça a déjà été, on va dire, un organisme public qui a permis de passer du laboratoire, on va dire, vers l'entrepreneuriat, même s'il y avait une fibre, au fond, chez Guillaume, qui était très entrepreneuriale. Pour lancer une entreprise techno, il faut cette complémentarité de profil entre le pur profil technique que tu es toi, et ce profil entrepreneur qui peut être un ingénieur. C'est important d'associer ces deux profils. Ah, c'est essentiel, je crois qu'on insiste beaucoup quand on passe les différents concours pour les incubateurs ou quand on passe devant les réseaux entreprendre, ils insistent beaucoup sur l'équipe et je pense qu'ils ont complètement raison d'insister sur le fait que c'est difficile d'être Superman, c'est difficile d'être à la fois, on va dire, dans la sécurité, dans la capitalisation, dans la construction sur le long terme et à la fois d'être sur cet entrepreneuriat de terrain qui nécessite de temps en temps d'être vraiment fonceur et d'aller prendre les murs sans avoir peur. C'est vraiment ce qu'on a retrouvé nous. On est parti avec une équipe finalement non pas de 2 mais de 5 associés dès le départ. Et on a eu la chance de s'entendre suffisamment pour passer les différentes étapes difficiles au cours des 3 dernières années et rester soudés. Et c'est vrai que je pense que ça a été une de nos grandes forces, c'est de retrouver au sein de cette équipe-là toutes les composantes dont on peut avoir besoin au cours
de la construction d'une entreprise. Sachant quand même que l'entrepreneuriat, cette capacité à ne pas avoir peur, cette capacité à aller prendre les murs rapidement et aller au marché, c'est quand même la qualité qui fait le plus défaut en général quand les scientifiques commencent à se mettre à l'entrepreneuriat et qui est vraiment très nécessaire en fait pour arriver à quelque chose de concret très rapidement. Aujourd'hui, chacun est dans son rôle. Il y a vraiment le scientifique qui tient le labo aujourd'hui, qui est toi. Guillaume qui s'occupe de toute la partie développement commercial. Aujourd'hui, du coup, Guillaume a complètement quitté sa partie scientifique. Il faut assumer complètement le fait que chacun a son rôle dans l'entreprise. Voilà, ça permet de ménager les égos. On nous a souvent dit, quand on passait les concours, parce qu'on passait tous les deux en duo, mais qui est celui qui décide en fait et souvent ça a été la grande question, mais je crois qu'à chaque fois ça s'est à peu près bien passé quand on a répondu à cette question-là. On a vu notre complémentarité et on a su respecter en fait le domaine de décision de chacun. Guillaume dans les décisions opérationnelles, dans les décisions on va dire court terme, et moi dans les décisions un peu plus long terme, dans les partenariats, dans les choix stratégiques. Guillaume aimait bien cette image de dire bon tu es fidèle, je suis le tché, je suis sur le terrain, de temps en temps il faudrait que tu me dises que je vois pas forcément clair parce qu'il fonce, mais voilà, et je pense qu'à partir du moment où on accepte qu'on a des qualités, qu'on a des défauts, c'est souvent ce qui pêche aussi au début, c'est de ne pas reconnaître, on va dire, je vais pas dire ses défauts, mais ses limitations, et de ne pas accepter que la solution vienne de quelqu'un d'autre. Ça c'est très important, je pense. Avoir une ambition grande c'est important, mais savoir aussi quelle est l'ambition qu'on peut viser seul ou avec des associés, c'est surtout ça aussi qui rend le parcours possible et agréable. Vous avez eu la chance finalement d'apporter un brevet qui était les vôtres pour développer cette activité. Quand on est un porteur de projet et qu'on rêve de rencontrer le brevet ou le porteur de projet technique, ça existe, c'est aussi une possibilité de monter une entreprise à partir d'une innovation technologique. Alors c'est tout à fait possible. Nous on continue de le faire en fait. Il faut se rendre compte qu'il y a une énorme richesse dans nos laboratoires français. Souvent on est un peu critique, on ne se rend pas compte de la richesse sur laquelle on est assis en France au niveau de la recherche. Alors cette richesse on essaie de l'exploiter de plus en plus, hein. On a un discours politique et des réformes de plus en plus fortes pour valoriser la recherche en France. Mais c'est sûr que c'est parfois compliqué en fait pour un chercheur dont c'est la qualité de faire de la recherche, de se dire je vais abandonner mon travail pour me mettre à l'entrepreneuriat. Et c'est souvent d'ailleurs aussi une erreur quand cette personne-là n'est pas faite pour l'entrepreneuriat. Donc la difficulté c'est comment trouver en fait, faire rencontrer cette innovation et l'entrepreneuriat. Il y a un certain nombre, comme je le disais, d'initiatives chez les jeunes docteurs qui sont en place pour les orienter vers ce débouché à l'issue de leur thèse. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que tous les chercheurs qui font une thèse ne sont pas faits pour la recherche, mais certains sont vraiment faits pour l'entrepreneuriat. Après, nous, avec LV6, notre entreprise, on a décidé aussi de fournir un autre moyen, c'est-à-dire que notre entreprise, en plus de commercialiser et développer nos propres produits, collabore avec ces laboratoires pour passer de la preuve de concept jusqu'à la démonstration. Et après quoi, on récupère les brevets et on crée une nouvelle entreprise qui va générer un nouveau produit et qui va se développer là-dessus. Donc on joue un peu ce rôle d'intermédiaire en tant qu'industriel. Après, il y a des nouveaux outils qui ont été mis en place récemment, notamment au niveau des SAT. Alors c'est un outil très récent qui ne fonctionne pas encore complètement, mais voilà. Et la solution la plus simple quand on est entrepreneur et qu'on cherche un projet technologique et innovant, c'est encore de faire le tour de ce genre de salon, d'aller voir aussi les incubateurs. Nous, on était passé par Agoranov, qui est un incubateur qui est lié à l'ENS et à l'Institut Curie, où ils ont beaucoup de projets avec des jeunes chercheurs qui cherchent à constituer des équipes entrepreneuriales. Et dans ces incubateurs-là, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui cherchent soit des directeurs administratifs et finances, soit des business développeurs, ce genre de choses. Nous, par exemple, au tout début, on était 3, on a voulu recruter un responsable administratif et finances, et c'est au travers de notre incubateur qu'on a pu rencontrer énormément de candidats et recruter notre associé qui nous suit depuis 3 ans. Très concrètement, on peut aller se balader dans les incubateurs parisiens ou franciliens ou même en France et aller rencontrer des équipes techniques, aller rencontrer des chercheurs et leur proposer un projet d'entreprise. C'est des choses qui se font. Voilà, je pense que passer par les incubateurs, c'est la solution la plus simple. Il suffit même d'envoyer son CV, ils vont le faire tourner aux différents projets et si quelqu'un est intéressé, ils vont avoir des retours. Aller voir directement les chercheurs, je pense qu'il faut
c'est peut-être un peu plus compliqué, il faut avoir des entrées, il faut peut-être aussi profiter, il y a aussi certains salons de l'innovation, du transfert technologique, donc regardez sur internet ces salons-là pour aller les visiter. C'est vrai qu'en général ça va être compliqué quand même, si on n'est pas du tout dans la techno ou si on n'a pas un cursus scientifique, d'approcher directement le chercheur. Ça, je dois être honnête. Par contre, voilà, il faut passer par les points de contact, les SAT, les services de valorisation des écoles. Mais en allant dans un incubateur, déjà, on va vous donner toutes ces informations-là, s'il y a vraiment cette volonté d'aller vers des technologies innovantes. Je rebondis sur Agoranov, qui est un incubateur parisien, qui est boulevard Raspail, qui est un endroit qui est relativement ouvert. Alors là, après, on ne s'y présente pas, on sonne et on rencontre des entreprises. En revanche, ils ont, pour des jeunes porteurs de projets qui souhaitent être au contact d'entrepreneurs scientifiques, un programme qui s'appelle les jeunes entrepreneurs en résidence, qui vous permet d'être au contact pendant 6 mois, 1 an avec ces entrepreneurs, et au final, après cette période d'accompagnement de 6 mois, 1 an, éventuellement de rentrer dans un projet. Ça, c'est effectivement un lieu où on peut rencontrer des porteurs de projets scientifiques. Il y a un autre lieu qui est le programme HEC In Vitro, HEC étant l'école de commerce, qui met en relation également des porteurs de projets scientifiques avec des porteurs de projets entre guillemets classiques, des managers qui demain pourront rentrer dans un projet. On a parlé de l'idée, vous avez eu la chance vous de faire émerger l'idée depuis des recherches perso. Comment ça se passe après concrètement quand on lance une boîte techno? Vous avez mis 2 ans, 3 ans avant de générer du chiffre d'affaires. C'est quoi les premières étapes de création d'une boîte techno comme Helvesis? Alors les premières étapes, c'est de rêver. C'est de rêver et c'est de commencer à faire un business plan où on se dit ça va être merveilleux. Et puis la deuxième étape, c'est de détruire un petit peu ce rêve, c'est d'être capable de l'attaquer, de se dire bon, maintenant est-ce qu'il est réaliste? Et donc ce brevet avec lequel on était parti, qui était la base de notre projet, on s'est rendu compte qu'on aurait un retour sur investissement au bout de 2 ou 3 ans. Donc il fallait soit faire une levée de fonds, soit trouver une autre solution pour se financer à court terme. Et en fait, ce qui s'est très rapidement passé, il nous a fallu 1 mois ou 2 mois pour s'en rendre compte, c'est qu'on s'est dit, bon, ok, on n'a pas de brevet sur ces innovations-là, mais pendant nos tests, pendant notre travail, on a développé des instruments, on a déjà les démonstrateurs, ils sont quasiment sur étagère. Pourquoi les laisser, ok, on n'est pas protégé, mais pourquoi les laisser croupir? Et donc, au lieu de s'engager à 100% tête bêche sur le brevet et sur le gros marché, on a commencé par se dire, bon, on va industrialiser ces produits et on va tout de suite les redistribuer aux laboratoires dans lesquels on travaillait avant. Donc ça a donné naissance à une autre gamme de produits qui n'était pas du tout, en fait, à l'origine identifiée dans notre projet quand on est né chez Agoranov ou Réseau d'Entreprendre. Mais ça nous a permis en très peu de temps, parce que là il nous a fallu à peine 3 ou 4 mois pour réaliser les premiers systèmes et pouvoir les mettre en vente, réaliser notre premier chiffre d'affaires en fait. Et c'est ce chiffre d'affaires là qui nous a permis, sans faire de levée de fonds, d'alimenter la recherche sur notre projet à plus long terme. Et donc aujourd'hui on a à peu près un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Sans levée de fonds, on est parti avec nos 50 000 euros initiaux, avec les prêts d'honneur du réseau Entreprendre, plus les effets leviers qu'on peut avoir auprès des banques, etc. Grâce notamment au réseau Entreprendre aussi, qui nous a permis de nous introduire et de nous soutenir auprès de ces banques. On a pu développer l'activité sans levée de fonds. Alors on arrive aujourd'hui sur des projets qui sont, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus costauds. On a commencé par la 3e division, puis la 2e division. Là on arrive tout doucement vers des projets de première division où on sent bien que ça va être difficile de ne pas faire appel à des levées de fonds. Mais voilà, pour revenir sur ta question initiale, qu'est-ce qui se passe en fait quand on démarre l'entreprise? C'est qu'on a un rêve, il ne faut pas le lâcher. Par contre, il faut accepter de ne pas prendre la voie qu'on a tracée tout au départ. Il faut accepter d'être assez flexible et de se dire ok, en attendant on va monter les marches une par une et c'est comme ça que être capable de refaire son plan de route, entre guillemets. Vous avez eu une vision vachement pragmatique. La plupart des entreprises techno se développent pendant 3 ans sur le brevet pour ensuite pouvoir sortir un produit. Vous avez eu cette vision produit et vous avez utilisé un chemin de traverse qui vous a permis de générer du chiffre d'affaires très rapidement. C'est rarement le cas de ces entreprises que tu côtoies. Alors c'est vrai qu'on avait aussi cette opportunité-là, nous, d'avoir travaillé dans des laboratoires et d'avoir ces démonstrateurs qui étaient à disposition. On aurait pu ne pas les avoir et dans ce cas-là, il faut trouver un autre schéma avec une levée de fonds ou avec un autre mode de financement. Certains passent par le conseil d'abord, passent par le service aussi, avant on va dire de vendre un système. Ils vendent l'application de ce système à des gens, ce qui leur permet d'engager très peu de BFR, très peu de frais. Il y a beaucoup de chemin quand même
pour éviter la levée de fonds si c'est pas le moment de le faire. Nous, c'était pas le moment à l'époque de le faire, ça va être le moment maintenant. Donc, j'ai oublié ta question, je suis désolé. Vous avez été capable de générer du chiffre d'affaires, justement, et pas avoir une vision uniquement produit. Vous avez une vision assez pragmatique. Oui. Vous dire, voilà, il faut qu'on sorte le plus beau produit, quels que soient les retours marché. Vous avez eu une vraie écoute du marché pour générer du chiffre d'affaires rapidement. C'est ça, il faut de toute façon rester au contact du marché. Ça, je crois que n'importe quel entrepreneur, n'importe quel réseau, incubateur vous le dira. Ce qui compte, c'est le marché, c'est celui qui va payer en fait, c'est celui à qui vous allez rendre service. Donc il ne faut pas dire c'est ça dont vous avez besoin. Il ne faut pas imposer au marché ce dont il a besoin, il faut l'écouter. Et c'est vrai que quand on écoute le marché, souvent on a des pistes qui s'ouvrent, qu'on n'attendait pas forcément. Et c'est là où il faut foncer, c'est là où il faut un associé comme Guillaume et qui dit ah là j'y vais. Le dernier exemple c'est assez révélateur, c'est-à-dire que c'était il y a 6 mois. Sur une conférence, on présentait nos gammes de produits, quelqu'un qui lui dit « ça j'aimerais bien avoir ça », etc. Il a dit « mais vous seriez prêt à payer combien pour ça ?» Bon, 3 mois après, il y avait un produit. 3 mois après, il y a eu une commande et ça a créé en 7 mois une nouvelle gamme de produits qui va donner naissance à une nouvelle entreprise d'ici 6-8 mois, juste par cette écoute du client, par le fait de se rendre compte qu'il y a effectivement un besoin qui n'est pas nourri. Et le brevet, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une protection, c'est ce qui permet justement d'avancer sereinement sur des périodes de temps un peu plus longues, mais c'est pas ça qui crée un marché en fait. Le brevet n'est là que pour soutenir et protéger et rigidifier, on va dire, la structure de recherche, mais c'est avant tout le marché qui créera l'opportunité entrepreneuriale. C'est ton actif principal. Mais ensuite, du coup, finalement, la conduite d'Helvesis au quotidien, la conduite de cette boîte, c'est une boîte classique. Vous n'êtes pas du tout une entreprise classique? Alors, on n'est pas une entreprise complètement classique. Je vais donner juste un exemple. Bon, je te dis, on est parti à 5 associés. Aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes dans les différents projets et entreprises et on a plus de 50% des salariés qui sont intéressés au capital de nos entreprises. Donc déjà, il y a cette dimension-là qui est un peu particulière dans notre choix entrepreneurial. On appelle souvent ça faire une levée de fonds humaine plutôt qu'une levée de fonds financière, c'est-à-dire intéresser des gens au capital, ça les transforme. Ça en fait des associés, ça en fait des gens qui vont se battre avec vous. Et ça fait des équipes quand même qui sont denses, qui sont prêtes à aller un peu partout, à vous suivre un peu partout. Donc ça, c'est une des premières, on va dire, particularités de notre entreprise. La deuxième particularité, c'est cette capacité qu'on est en train de mettre en place de générer des nouvelles entreprises, c'est-à-dire au contact des labos, d'identifier les technologies qui nous semblent les plus prometteuses, d'accompagner les labos dans la démonstration et dans le bêta-test, la validation du test marché, et retransférer ces technologies-là vers soit des PME existantes, soit vers la création de nouvelles entreprises au niveau français. Bon, notre ambition, elle est assez sans borne, hein. Je parlais de Silicon Valley il y a quelques minutes. Il y a énormément d'instituts de recherche, l'Institut Pasteur, l'Institut Curie, l'Institut de Chimie Paris, de très bons hôpitaux en région parisienne. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi la France est la 4e nation la plus publiante en microfluidique. On ne voit pas pourquoi cette Silicon Valley, elle ne serait pas en région parisienne en fait. Et c'est vraiment l'ambition qu'on a aussi derrière ce projet-là, au-delà du projet entrepreneurial personnel. C'est de promouvoir cette création d'entreprise dans le bassin parisien, de créer une sorte de noyau qui va fédérer en fait toutes ces technologies et dynamiser un petit peu l'offre microfluidique en France. Pour aller un peu à l'encontre du discours ambiant sur l'incapacité de la France à bouger, est-ce que vous, justement, pour une entreprise comme Helvesis, vous avez trouvé des relais, notamment de financement, pour vous aider au niveau du statut JEI, au niveau du crédit impôt recherche? Est-ce qu'aujourd'hui il existe des mécanismes, des lieux où l'innovation techno a une place? Je pense qu'aujourd'hui, bon, mis à part la question des financements privés, des fonds et de leur capacité d'investissement à long terme, sur lesquels je ne rentrerai pas, du point de vue public, je ne vois pas trop comment on pourrait faire mieux. Honnêtement, je crois que c'est la France, aujourd'hui dans les années 2010, c'est l'endroit où on peut être aidé du début à la fin. Ça demande des efforts, mais il y a vraiment beaucoup d'aide, que ce soit JEI, que ce soit le concours de l'innovation 2030 qui a été lancé par la commission Lauvergeon. C'est combien? C'est 300 millions qui sont mis sur la table? 300 millions pour l'innovation. Je crois que vraiment tout le monde y croit et je pense qu'on a raison d'y croire. Il y a vraiment, comme je vous disais, des chercheurs qui sont talentueux, qui sont dévoués.
C'est pas les mieux payés du monde, mais ils ont des idées, ils ont des choses dans le crâne, et je pense que voilà, il manque pas grand chose pour que la mayonnaise prenne. Et puis de toute façon, on commence à voir, hein, moi dans mon microcosme, autour des gens qui m'entourent, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, on a beaucoup de liens, et il y a de plus en plus de succès, donc je suis très optimiste par rapport à ça. C'est bon à entendre. Pour revenir sur les étapes clés d'Helvesis, sur les facteurs clés de succès, tu parles beaucoup des hommes et des femmes du projet qui sont actionnaires à 50%. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour toi qui ont été des éléments différenciants? Finalement, on a l'impression que le brevet est un élément parmi d'autres, mais c'est pas ce qui a fait la force d'Helvesis. En fait, le brevet, on va dire, nous a donné une force de conviction, une sorte de cape de protection pour rentrer dans les concours d'innovation, pour être accepté, pour avoir aussi un projet d'ambition un peu plus élevé que les petites gammes qu'on a lancées entre-temps. Qu'est-ce qui nous a aidé à part les hommes? C'est que c'est difficile parce que c'est les hommes qui trouvent après ces appuis-là. Bon, de façon évidente, j'ai parlé des incubateurs, j'ai parlé du réseau Entreprendre. Ça, quand on est dans une phase on va dire, d'apprentissage de l'entrepreneuriat, c'est un élément essentiel. Et donc, je conseille vraiment à tous les entrepreneurs d'accepter de se dire je peux avoir besoin d'aide, même si on est très fort, même si on est très intelligent. On a appris énormément de choses au contact de ces réseaux, et je pense que c'est ça, à partir du moment où on a l'ambition, l'optimisme, qu'on arrive à constituer une équipe solide et solidaire autour de soi avec des complémentarités fortes, et qu'on arrive à être reconnu aussi tout simplement par ces réseaux qui sont aussi là pour reconnaître ces valeurs-là. Je pense qu'on est sur déjà des très bons rails pour le futur. Il y a une culture très scientifique aujourd'hui chez Helvesis, où vous acceptez des gens qui ne sont pas doctorants? Alors c'est vrai qu'on a quand même 80% de doctorants dans nos effectifs. Bon, c'est lié à notre activité, hein, qui n'est pas l'activité on n'est pas sur le B2C, on est plutôt quand même encore sur le B2B. Mais même si en fait on prend beaucoup de scientifiques, on valorise dans les entretiens les autres valeurs en fait. C'est très rare qu'on choisisse un candidat exclusivement sur ses compétences scientifiques et sur ses capacités scientifiques. C'est l'humain aujourd'hui c'est sa volonté en fait de s'impliquer. On cherche des futurs associés, des futurs entrepreneurs dans chaque recrutement qu'on fait. Après c'est vrai que comme on est sur un sujet qui est souvent très technique, ça limite un petit peu nos recrutements en dehors du champ d'application des jeunes thésards, mais voilà. Qu'est-ce que ça implique d'avoir 50% de son effectif qui est associé? Vous avez eu des déceptions? Les gens partagent le même rêve entrepreneurial que vous ou... C'est génial. C'est tout simplement génial. En fait, je sais pas comment dire, on est sur le même bateau en fait. Et de temps en temps, on peut dire, ça peut même être symbolique en fait. Je pense que c'est quand même très important de reconnaître qu'il y a un moment, même si on était à l'origine d'un projet, même si on a apporté les fonds d'un projet, la valeur d'un projet, elle va au-delà de la prise de risque initiale, elle va au-delà de la prise de risque financière. C'est-à-dire que elle va dans l'engagement de tous ceux qui vont participer à l'entreprise. Donc ce que ça fait, c'est tout simplement qu'on a en tout cas c'est l'impression que j'ai, hein, on a des gens heureux, on a des gens impliqués, on a des gens ça se voit, qui veulent pas partir. C'est quoi, dernière question, après je vous laisse la parole, préparez vos questions, hein, après c'est chaud. C'est quoi ton rêve, c'est quoi votre rêve avec Game pour Helvesis? Pour Helvesis, si je reprenais la révolution microélectronique, ça serait de devenir l'IBM de la microfluidique. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'entreprise qui soit positionnée pour le devenir. Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas d'IBM de la microfluidique avant 20 ou 30 ans. Mais je pense que ça peut être un rêve déjà suffisamment ambitieux. Pas mal comme ambition.